au recours que vous évoquez, nous continuons à faire nos recours. Moi, je vais vous expliquer deux choses assez rapidement. Première chose, le recours au niveau de la Cour de justice africaine. Le Congo n'a pas signé, en fait, en ratifiant la Cour de justice africaine, a émis des réserves sur la possibilité de donner aux Congolais récurrents de saisir directement cette Cour. Mais ça, vous le saviez, ça? Oui, mais bien sûr, nous le savions. Bien sûr que nous le savions. Nous le savions d'autant plus que pour le faire, il faut passer par une ONG. Mais il faut que cette ONG soit agrégée, soit agréée. Pas par le Congo? Non, même pas par le Congo, par la Cour de justice africaine. Donc il y a un double niveau de ressort. Nous y travaillons. C'est les difficultés du droit. C'est aussi les difficultés que les États comme le Congo, souvent autoritaires, font pour empêcher la saisie directe de la Cour. Donc nous y travaillons. Mais nous n'avons pas baissé les bras. Quand j'ai expliqué par exemple que nous avons fait une réclamation à l'association des cours constitutionnelles ayant en partage l'usage du français, les gens nous ont pris pour des gens... bon. Mais aujourd'hui, ils n'en demandent pas moins qu'aujourd'hui. Alors que cette procédure n'avait jamais été tentée par quelqu'un, jusqu'au jour d'aujourd'hui, lorsque nous contactons le Conseil constitutionnel qui sert de siège, ils nous disent le bureau est en train de statuer, ils sont emmerdés, donc pour l'instant le bureau statue. Ça veut bien dire que c'est quelque chose qui emmerde. Par ailleurs, lorsque nous avons fait le recours à la Cour constitutionnelle au Congo, peut-être que nous avons évoqué, lorsque nous avons fait ce recours-là, tout le monde a crié au scandale, mais à l'époque, les seuls qui nous avaient félicité, c'était l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de l'Union européenne et l'ambassade de France. D'où est parti le litige entre l'ambassadrice de l'Europe et M. Ngakoso, le ministre des Affaires étrangères. C'est à partir du moment où monsieur, madame, c'est que moi j'avais eu l'honneur de recevoir aussi a demandé à visiter la Cour constitutionnelle. Parce que cette dame détient toutes les preuves que la décision de la Cour était une farce. Était une farce, était truqué, biaisé. Et si nous n'avions pas fait cette démarche, que dirions-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde se satisfait. Ah oui, l'Union européenne. Oui, mais bien parce qu'il y a eu des gens qui avaient compris dès le départ qu'il fallait rester sur ce terrain-là. Alors, restez sur ce terrain, vous êtes un juriste. Tout à l'heure, Bédel a rappelé que vous êtes un docteur en droit. Vous êtes chargé de cours ici, en France, à l'Université de La Rochelle. On est un peu surpris avec un peu cet entourage de M. Kolela lors de ce recours, que vous soyez comme ça, plus ou moins, je dirais, renvoyé quasiment à vos classes par la Cour constitutionnelle, disant, ben voilà, que bon, vous n'avez pas payé les droits de timbre, que vous n'étiez pas... Alors, on se pose des questions, mais est-ce que c'était vraiment sérieux ou bien c'était juste un peu comme ça, quelque chose qu'il fallait faire pour la forme? Visiblement, l'Union européenne et les États-Unis font plus confiance que la Cour constitutionnelle congolaise. Visiblement. Oui. Non, vous savez, en off tout à l'heure, on parlait avec M. Baouna qui disait qu'il fallait revoir l'accès des enseignants à l'université Marangombe. Oui, je pense que ça sera un vrai problème. Enfin, il faudra vraiment faire ça. Notamment en droit. Notamment en faculté de droit. Bon, M. Baouna parle de la philosophie que je connais un peu moins. Mais je pense qu'on a les mêmes problèmes partout. Enfin, en droit, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce que M. Iloki et ses amis ont fait relève de la trahison, non pas simplement au pays. C'est même plus d'affaires fêtueux. Non, c'est une haute trahison, mais à tous ceux qui croient un seul instant au droit. Ceux qui pensent qu'un État est régulé par des normes. Ça ne se fait pas. Nous avons eu l'occasion de changer avec des membres de la Cour constitutionnelle, certains d'entre eux, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Certains. Et il y a encore des gens récupérables. Et on sait, oui, heureusement. Heureusement, pas des épargnes. On en a eu. Vous savez, alors rapidement, oui, allez-y. Et là, ça va être le constitutionnaliste qui parle. Une décision d'une instance constitutionnelle à 3 niveaux. On dit vis-condi. Visa, considérant, dispositif. Le visa, c'est la norme par laquelle l'institution va s'appuyer pour justifier la décision. Le considérant, c'est la démarche juridique et le rappel des faits. Enfin, le dispositif, c'est la décision. D'accord ? Et donc, la Cour constitutionnelle congolaise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a soulevé un visa. Au considérant, il n'y a pas de démarche. Et le dispositif, c'est le rejet. Bon. Donc, c'est une décision... sans argument juridique. J'ai jamais vu ça. Mais finalement, si, j'ai vu ça une fois, c'est au Congo. Bon, nous disons ceci. On nous a dit deux choses. Première chose, on nous dit, c'est irrecevable parce que vous avez dépassé le délai de 5 jours. Ok, nous avons dépassé le délai. Mais ce qu'ils ne disent pas aux gens, c'est qu'ils ont comptabilisé dans les 5 jours le week-end
et le lundi de Pâques. Mais est-ce que c'était valable tout en sachant que la proclamation des résultats commence à prendre effet à partir de la publication dans le journal officiel? Non, c'était une ânerie juridique. J'avais eu l'occasion de répondre à ceux qui avaient utilisé cet argument. C'est une ineptie en droit. Et là encore, si vous me donnez 2 minutes, je vais l'expliquer. Allez-y. On publie au journal officiel, lorsqu'on publie un acte juridique au journal officiel, c'est que c'est un acte définitif. C'est-à-dire qu'il est susceptible de recours. Et il a une portée, soit administrative, soit constitutionnelle. Ça suppose que cet acte-là peut être, on peut l'attaquer devant une juridiction constitutionnelle ou administrative. Si vous publiez les résultats de l'élection au journal officiel, les résultats provisoires, ça veut dire d'une part, ils sont attaquables. Or, ils peuvent être attaqués avant que la Cour constitutionnelle les confirme. Vous voyez? Première ineptie. Deuxième ineptie, mais ça veut dire que vous leur conférez un statut juridique. Est-ce que les résultats sont des actes administratifs? Non. Vous voyez, donc, c'est une ineptie en droit. Alors, moi, je veux bien être gentil, mais il ne faut pas nous balancer des balivernes. À un moment donné, ne balancez pas les balivernes. Les résultats ne sont pas publiés au journal officiel. Il n'y a pas d'obligation de publication. D'autant plus qu'ils sont des résultats provisoires. À la limite, les résultats qui sont publiés, ce sont les résultats définitifs. À partir du moment où la Cour constitutionnelle les confirme ou les infirme, à ce moment-là, ils peuvent faire l'objet d'une publication. Donc, le recours ne court pas de là. Le recours court, selon la Constitution, un jour, le jour suivant la publication par le ministre en charge des élections. Nous avons respecté scrupuleusement les 5 jours. Et même, nous avions même 2 jours d'avance. Qu'ils ont réussi à avaler, parce que quand ils ont pris le samedi, ils ont fait rentrer le samedi. Parce que samedi, il pouvait y avoir discussion. Mais demandez à n'importe qui, la Cour constitutionnelle est fermée les samedis. Donc, ils nous disent de faire un recours le jour où ils sont fermés. Bon. Vous savez, Maître Yoda n'est pas conseillé de coller. Donc, samedi, ils sont fermés. Bon, dimanche, ils sont fermés. Le lundi de Pâques, même le lundi de Pâques, ils comptabilisent pour se retrouver avec leurs 5 jours. Oui, bon, je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Alors, ils disent les frais de timbre. Mais M. Collet n'est pas le premier qui fait un recours au Congo. Le recours à la Cour constitutionnelle est gratuite. Gratuite, M. Makosso. Ce jour-là, à la Cour constitutionnelle, M. Kolela, à qui j'avais rabâché les oreilles sur les frais de timbre, quand nous étions au siège de campagne, quand on arrive, on enregistre, c'est lui qui nous dit « Oui, mais Vivien, mais les frais de timbre, on n'a pas payé. » Et là, on est en face du greffier, hein, je vous raconte. Et il me dit « Mais Vivien, mais tu parles pas des frais de timbre, là, les frais de timbre, là. » Ah, j'ai dit « Ah oui, monsieur le greffier, les frais de timbre. » Le gars me dit « Gratos. Rien à payer. » Et Kolela, c'est comme si on lui avait dit quelque chose. Il dit au gars « Vous êtes sûr ?» Le gars dit « Oui, c'est gratuit. » Et collègue dit, bon, c'est gratuit, d'accord. C'est gratuit, oui, bon, écoutez, bon, comme vous avez été gentil, vous avez bien fait votre travail, on vous achète du jus tout de même. Donc on achète du jus, et je le dis, bon, on achète du jus au greffier, bon. Ouais. Donc des gens qui sont capables d'acheter, et je ne vous donne pas le montant du jus, les gens qui sont capables d'acheter du jus, c'était pas... Et on vous accuse pas non plus sur tentative de corruption. On nous accuse de ça, puisque c'est pas le greffier qui délibère. Donc ça sert à rien. Si vous achetez du jus à un greffier alors que c'est pas lui qui délibère. C'est pas lui qui délibère. C'est pas lui qui délibère, ça sert à rien. Mais toujours est-il que cette affaire-là, vous pensez bien qu'on aurait préféré payer les frais des thèmes que d'acheter du jus. Vous vous doutez bien. Mais le pire dans l'histoire, c'est parce qu'ils prennent des gens pour des imbéciles. Lorsque moi je rentre, qu'il nous sorte cette affaire-là, je vais regarder les tests de la Cour, tout simplement. Règlement intérieur, article 13, signé en 2013 par M. Iloki. Article 13. La procédure devant la Cour constitutionnelle est gratuite et secrète. Mais M. Vivien, vous êtes bien d'accord, vous vous en doutez bien, vous ne pensez pas que ça surprenait ni au Kolela, ni vous qui découvrez peut-être encore le milieu politique congolais, parce que... Non, ne dites pas ça, je ne découvre pas. Non, je parle en présidentiel, comme en tant que porte-parole. Oui, vous avez été candidat à Pointe-Noire, donc ça... Merci de le rappeler, parce que... Je voulais savoir, quel est votre avenir à vous personnel au sein de la CODEA ou bien au sein de Kolela, là, pour parler un peu plus de vous-même. Alors, avant qu'on ne parle de vous, Vivien Ondangou, rapidement, on va aussi parler d'une personne qui doit avoir une relation particulière avec Kolela, c'est Monsieur Ntoumi. Le pasteur Ntoumi, on l'a vu à Brazzaville, venu officiellement soutenir Parfait Kolela. Le 18 mars, oui, au stade Machin. Ce jour-là, il y a eu des morts, des tirs. Oui, alors, le jour de la proclamation des résultats, on arrive à la même chose, ça commence toujours à Makelele dans les quartiers sud, et c'est pareil. Aujourd'hui, certains estiment que Kolela doit avoir une relation particulière avec M. Ntoumi, puisque ce qui se passe dans le pool, lui aussi devant en apporter des responsabilités, parce que Ntoumi est revenu à Brazzaville aux côtés de Kolela, et non pas dans son bureau à la présidence aux côtés de Sassou. Bah écoutez, si... on veut à tout prix chercher des pouces sur une tête sans cheveux, bon, c'est très bien. Mais
Monsieur Ntoumi était conseiller politique de Kolela. Il était à quel titre? Parce que son parti, le CNR, ou la CNR. Le CNR. C'est le CNR. Le CNR, vous êtes sûr? Oui, oui, c'est le Conseil national. Le Conseil national des Républicains. Oui, c'est le Conseil national des Merci beaucoup, Républicains. monsieur Makosé, pour votre appui précieux. Monsieur Ntoumi, qui est président du CNR, donc, était son parti était signataire d'une charte de soutien à monsieur Kolela. Il y avait lui, il y avait l'UDR Mouinda du président Kifoucha, le parti du président Mampouya Michel, PES Vert, il y avait un certain nombre de partis comme ça, le parti de Maître Mbemba, l'UP, donc tous ces partis-là ont signé une charte de soutien. Et tous les présidents de ces partis étaient donc dans le conseil politique de la campagne. À ce titre, le pasteur Ntoumi était conseiller politique du président Kolela. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas qu'il le soit? Écoutez, ça, c'est la question que d'aucuns se posent. Ça, c'est la question que d'aucuns se posent. Moi, je veux simplement rappeler aux gens, aux bonnes consciences, que M. Ndengue était guerrier, qu'il a fait la guerre et tué des gens en 97. Il n'y a pas que lui. Ah, mais je veux faire la liste. Je dis, est-ce que ça l'empêche d'être directeur général de la police? Monsieur Ntoumi n'a jamais été condamné au Congo, à que je sache. Si quelque part qu'il a été condamné et que nous avons demandé à quelqu'un, un criminel, un repris de justice, montre-moi la condamnation. Il n'a jamais été condamné. Mieux, il était conseiller du président de la République. Donc, il n'y avait aucune raison que M. Kolela se méfiât d'un monsieur qui était jusque-là conseiller du président de la République. À moins de considérer que le président de la République sont tour des voyous, des bandits, des assassins. Certains le disent aujourd'hui. Bon, ils ont certainement certaines raisons à l'époque. mais moi, je note simplement qu'il n'y avait... que vous avez cité, c'est pas le bon exemple aujourd'hui. Vous voyez, je note simplement, mais il y en a beaucoup d'autres, je note simplement que M. Ntoumi, lorsque nous l'avions nommé au conseil politique, lorsque le collège pensait qu'on l'a nommé, il n'y avait aucune raison de ne pas le faire. Pour ce qui est, aujourd'hui, on dit qu'on bombarde Kélé à Kinka, qui est dans le pôle. Bon, on dit que c'est la responsabilité du pasteur Ntoumi. Moi, le gouvernement avait lancé une enquête totalement partisane, partiale. Bon. Et même leur propre enquête, ils sont incapables de nous dire à quoi ça aboutit. Rien. Mais ils disent que c'est Ntoumi qui est coupable. Bon, écoutez, moi je veux bien leur croire sur parole, mais vous pensez qu'on peut encore croire au gouvernement congolais aujourd'hui? Donc, arrêtez de faire penser que M. Kolela aurait ramené le loup dans la bergerie. La réalité, s'il y a une réalité qui existe, c'est une enquête impartiale, nous on avait dit internationale, qui doit faire la lumière sur ces événements-là. Parfait, Kolela, député de Kinkala. Oui. Aujourd'hui, il est très actif sur la résolution en fait, de cette crise dans le pôle. Oui. Est-ce que vous avez un bilan? Parce qu'on n'entend rien. Les évêques qui étaient là nous ont dit qu'ils n'ont pas vu de mort, les évêques qui étaient n'ont pas vu de mort. La Caritas, qui a été la première organisation à aller dans le pôle, elle n'a pas non plus vu de mort. Oui. Alors on se dit, est-ce que ces bombes larguées des hélicoptères sont tombées sur des oiseaux ou dans ces collègues il y avait personne? Est-ce que vous, dans les eaux du Djoué ou bien de l'Oufouar, en tant que proche de Parfait Kolela, vous avez aujourd'hui des éléments qui accréditent cette thèse, pour certains qui parlent de nombreux morts, des dégâts matériels importants, puisqu'il n'y a pas d'image. Écoutez, moi je ne peux pas vous évoquer ici un bilan en nombre de morts, parce que finalement c'est assez difficile, comme l'a évoqué le Caritas, qui a fait un très bon rapport sur la question. Vous savez, les gens au pôle, c'est pas la première fois qu'ils sont bombardés. Donc ils ont quelques réflexes, malheureusement. Lorsqu'ils sentent le vent tourner, généralement ils se réfugient dans les forêts. Donc lorsque vous venez bombarder, souvent il y a des bâtiments qui tombent, mais souvent il y a très peu d'impact sur les vies humaines parce que les gens vont se cacher. Mais il y a une autre difficulté, parce que quand les gens sont dans les forêts, les conditions humanitaires sont dramatiques. Et là, s'il y a des morts, personne ne les comptabilise. Parce qu'ils sont dans les forêts à la merci des moustiques, à la merci des caprices de la nature. Et au moment où je vous parle aujourd'hui, dans les villes, dans les coins de Ngamindoko, Nkampa, Ngangankobo, les sinistrés sont massés dans les coins, dans les conditions humanitaires catastrophiques. Et voilà la réalité. Alors, le pôle est toujours quadrillé par des militaires burundais, identifiés burundais, d'autres sont sans doute rwandais. Donc vous nous dites aujourd'hui qu'il y a des mercenaires. Il y a des mercenaires aujourd'hui dans le pôle qui sont en train de réaliser cette opération qui est dite comme une opération de police. Le pôle est quadrillé par des mercenaires qui sont habillés avec des tenues de la police du Congo-Brazzaville, mais qui n'ont rien à voir avec les Congolais. Vous savez, tous les Congolais, même ceux qui sont à l'Iranga vers le Centrafrique, on les connaît. On se connaît entre nous. Donc, lorsque vous ramenez quelqu'un d'ailleurs, tout de suite il est identifié, il suffit de lui dire bonjour, tout de suite on comprend qui il est. Donc,
aujourd'hui, et je le dis, je profite de votre temps pour le dire, il y a des mercenaires de la région du Poul. Quant au bilan humain, à partir du moment où le gouvernement ne veut pas faire une véritable lumière, ne laisse pas des organisations impartiales comme Caritas et Cours catholiques faire leur travail comme ils devaient le faire, il est difficile d'avoir un bilan, et le responsable politique que je suis ne va pas s'aventurer sur un bilan que je vais sortir de ma tête. Alors, Vivier Monango, maintenant, on va revenir sur la question de Bédel Baouna. Aujourd'hui, il est difficile de parler de Parfait Kolela sans Vivier Monango, aussi difficile de parler de Vivier Monango sans Parfait Kolela, puisque vous avez vu... Et notamment, excusez-moi, les militaires, les mercenaires sont notamment à Kibossi, hein, je vous donne la localité, notamment dans la localité de Kibossi. D'accord, voilà. Donc, je reprends juste, en fait, la question aujourd'hui. Difficile de parler de Parfait Kolela après cette campagne présidentielle sans vous évoquer, vous, Vivier Monango, et en même temps, difficile de parler de vous sans parler de Kolela. On l'a bien compris durant cette première partie. Vivier Monango, déjà, vous, aujourd'hui, vous avez commencé le combat politique depuis plusieurs années. Vous avez été candidat à la députation à Brazzaville. Vous avez initié à Pointe-Noire. À Tieté. Pardon, à Pointe-Noire, à Tieté, sous les couleurs de Tieté Yabeto. Et vous êtes aussi à l'initiative de plusieurs manifestations ou encore d'espaces de réflexion sur l'avenir politique au Congo, ici au sein de la diaspora. Vous représentez M. Kolela non seulement en tant que porte-parole, mais aussi au sein de la diaspora. Comment est-ce que aujourd'hui, vous vous situez désormais dans cet univers politique congolais, là-bas ou ici, on vous a vu en fait occuper de la place? Okay, pour l'instant, je réfléchis avec Kolela, on réfléchit ensemble à ce que pourrait être le Congo de demain. De ce point de vue-là, j'ai une place que j'occupe, celle qui veut bien que j'occupe, parler en son nom, le représenter quand il faut. Et tout ça, c'est parce que je crois au projet qui est le nôtre et à l'incarnation qu'aujourd'hui il est de ce projet-là. Quant à ma carrière politique, comme je venais de le dire à notre ami Baouna, je n'ai pas de plan de carrière politique. Mon plan, c'est un plan de sauvetage du Congo. Vous n'êtes pas le seul pour ça. Ah oui, heureusement. Ce serait dommage que je sois le seul. Hein? Tous les Congolais sont presque, pour ainsi dire, des hommes politiques. Des hommes politiques. Même jusqu'au fœtus. Ah bon? Déjà. C'est formidable. Ça veut dire qu'on sera un très grand pays démocratique dans la vie. Oui, mais... Donc, si on croit au fœtus. Hein, et là, le résultat n'y est pas. Ça viendra un jour. Soyez un peu optimiste. Ne soyez pas dans déclinologue, comme disait notre ami de Villepin. Bon. Donc, moi, je suis quelqu'un, je suis de Pointe-Noire. Ma ville de cœur, et je m'inscris dans cette logique de faire en sorte que le Congo avance, que le Congo change, que Pointe-Noire se développe, à l'instar des autres départements du Congo. Et je pense aujourd'hui que M. Kolela est celui qui doit assumer ce rôle. Et c'est forcément contestable, parce que chacun choisit qui veut. Et par rapport à ces critères qui sont propres, moi vous savez, je vais vous raconter quelque chose de très simple. Monsieur Kolela, je ne l'avais jamais vu avant de le croiser le 6 mars, au début du début de la campagne. Je ne l'avais jamais vu. Des gens qui me vous avez fait confiance. Voilà. Il y a des gens qui me prêtent des relations putatives à monsieur. Je ne l'avais jamais vu. Jamais j'avais vu ce monsieur. Je l'ai appelé une fois lorsqu'il avait, pour la première fois, dit clairement qu'il était opposé là au changement de la Constitution. Je l'ai appelé, j'ai cherché son numéro de téléphone, comme on peut l'avoir assez facilement. Même sur ce plateau, les gens l'ont. Mais bon, chez vous, vous êtes des journalistes, donc, assez facilement. Et je l'ai appelé comme ça. Je dis, je m'appelle Manangou, j'y viens. Si vous restez sur le chemin d'être contre le changement de Constitution, nous serons un certain nombre à vous soutenir. Voilà notre premier échange. Et après, on a commencé à s'échanger des mails, à travailler sur son programme, à réfléchir ensemble. Voilà. Et il m'a fait confiance, il m'a nommé, sans m'avoir vu. Du suivi de la télé, mais sans avoir réellement, sans savoir qui est l'homme, qu'est-ce qu'il est. Est-ce que j'ai pas une dope? Est-ce que vous savez, au Congo, on a peur de tout le monde. Tout à fait. Je peux vous dire que c'est incroyable là, au pays. Hein. Ça doit finir, parce que, vous savez, vous allez manger, il est arrivé des choses incroyables quand j'étais à Brazzaville pendant la campagne. On vous invite de manger, dès que tu sens, on te dit, tout ce qui t'a invité. C'est un vieux copain. Ah, tu vas mourir ici. Bon, un pays comme ça, on suspecte tout le monde. C'est compliqué. La paranoïa a gagné le pays. Mais il m'a fait confiance, on a travaillé ensemble.
j'ai partagé ses écrits politiques. Ses écrits politiques. Pas personnels, parce que nous ne sommes pas amis. Mais ses écrits politiques. Vraiment, cette expérience-là. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui mérite une certaine forme de reconnaissance et de respect. Et je sais, par ailleurs, qu'est-ce qu'il pense pour la diaspora. La preuve. Les 2 principaux postes de la campagne étaient occupés par des gens qui venaient de la diaspora. Et c'est le seul. Je demande à qui, qu'on me montre un autre candidat qui a fait confiance à la diaspora à ce point. Oui, Vivier Manango, oui, mais après, si on interrogeait aujourd'hui Destinée Kaga, elle nous dirait exactement la même chose. Non, mais laisse-moi. Malgré le Attendez, respect, avec attendez. le respect que je porte à Madame Tougada, Oui. elle n'était pas... Non. Madame Tougaga. Oui. Bon, laissez-moi j'ai du mal. Mais Madame Tougaga... Oui. Monsieur Motom. Monsieur Motom, Oui. Monsieur Madame Tougaga Oui. n'ont pas eu le rôle que Monsieur... Vivian Manango. Là, vous a confié. Non, comme je suis un peu modeste, je veux parler de monsieur, de mon grand frère Charles Lekomba, Oui. qui était directeur de campagne. Monsieur, Madame Tougaga et monsieur Motom n'ont jamais joué ce rôle-là. Moi, j'étais porte-parole, pareil. Personne d'autre, aucun autre candidat. Alors là, monsieur Mavongo, je vais être gentil avec vous. Je ne vous laisserai pas dire ça. J'ai dit ceci, mais vous m'avez pas Et laissé si nous terminer. avions gagné, Mais j'ai cité. nous ne serions pas à la culture. Moi qui vous parle, j'aurais pas été ministre de la culture ou à l'éducation des jeunes. Donc, Vous auriez été où? Premier ministre. Pas là-bas. En tout cas, un ministère régalien. D'accord. Ou la diaspora. Ou bien de la justice. C'est le ministère. Allez-y, Je reviens. on arrive Ça dit que à la fin. Oui. À entendre votre argumentation, je réitère ce que je disais. Si nous interrogeons aujourd'hui Dougaga et M. Moutom, je pense que chacun aussi nous dira tout simplement qu'il a partagé aussi les petits secrets de Denis Sassou Nguesso, soit. Mais par Et contre, vous aurez beaucoup de difficultés à le croire. Ce qui est moi le cas avec moi. là, je vous laisse la responsabilité d'en déduire. La révélation même de la campagne 2016 au Congo, c'était, donc on a vu pour une fois, donc soi-disant, je vous l'accorde, coller là avec un projet, et de l'autre côté, on a parlé de Vivian Manango. Alors la question est la suivante. Est-ce que dans la CODEA, il n'y a que Kolela et Vivian? Mais parce que nous étions dans une campagne. Et puis, pour une fois que le calcul fonctionne. Mais nous étions en campagne. Et en campagne, généralement, il y a quelques pauses stratégiques. Mais il y a des gens formidables qui ont fait un travail formidable. Monsieur, moi, je ne suis jamais allé convaincre les gens à Inda pour qu'on ait 1000 voix à Inda. Il y a des gens qui ont travaillé. C'était un travail d'équipe collectif. La CODEA, il y en a des gens formidables qui ont travaillé avec nous. Je vous parle des gens, le président Kinfouchia, par exemple, qui a fait un travail énorme. Mais à un point que les gens n'imaginent pas. Il venait pas à la télé comme moi parler, mais il a fait un travail énorme. Dans les bases, ce qui était censé être des bases de l'UDA Mouinda, ceux qui connaissent un peu la politique au savent. Kolela à Boko, il fait 7000 voix. 7000 voix sur 8000 et quelques voix. 7000 inscrits. Il fait 7000. Et ceux qui connaissent un peu ce qu'il y a eu entre l'UDA Mouinda et le MCDD, ils vont vous dire que ce n'est pas... Fallait le faire. Il fallait le faire. Donc, c'est pas Manango qui allait convaincre les gens beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un travail d'équipe qui a donné ce résultat-là. Mais non, j'ai été identifié parce que j'avais l'honneur de porter la parole. Et vous savez, vous les médias, vous êtes ceux qui montaient, ceux qui descendaient. Puisque pour l'instant, ça semble bien passer les médias, donc vous me montez. Mais dès que vous serez fâché contre moi, je serai reparti d'où je viens. Donc vous voyez, donc voilà, donc il faut toute proportion garder, rester modeste. Nous sommes. Monsieur Kolela aujourd'hui n'a pas de parti politique, il faut le savoir. Hein. Il y a eu un hold-up après le braconnage. Ou avant. Avant le braconnage. Avant le braconnage, il y a eu le hold-up, il n'y a plus de parti. Le MCDI a été volé par monsieur Landry Kolela. Bon, très bien. Donc, oui, volé. Oui, bien entendu. Mais attendez, quand vous avez un conseil national où sur 80 membres ou 100, vous en avez 82 qui sont quelque part, mais c'est pas celui qui a les 82 membres qui a le parti, comment vous appelez ça? Si c'est pas du vol. Voilà, donc ça a été volé. Et nous sommes en train de construire un parti politique. Je profite de votre antenne pour lancer l'appel à des Congolais. Nous sommes en train de construire une offre politique. Tu pouvais regarder aussi la caméra comme ça. Nous sommes en train de construire une nouvelle offre politique. Une nouvelle offre politique dont le principal créneau sera le libéralisme. Libéralisme, parce que nous pensons que c'est avec des recettes libérales, tout en maintenant le rôle d'un État stratège, que le Congo pourra avancer. Libéralisme politique, avec d'abord comme principe cardinal la tolérance. La tolérance, c'est le respect des autres, c'est accepter la critique, accepter que les autres ne pensent pas ce que vous-même vous pensez. Si nous pensons tous la même chose, c'est l'uniformité et la fin, c'est la décadence.
Donc, acceptons la critique, construisons ensemble, nous lançons cet appel en congolais. Cette nouvelle offre politique va arriver rapidement. Les documents administratifs sont prêts. Le fondement idéologique est là, vous le savez, donc c'est le libéralisme, pas un libéralisme bantou, un libéralisme tout court. Et dans les jours à venir, nous irons voir les Congolais, où qu'ils soient, quel que soit leur lieu de domicile, que ce soit au Congo ou à l'extérieur, pour les proposer cette offre politique-là et pour voir qu'est-ce qu'il est possible de construire ensemble pour notre Donc vous nous annoncez que, maintenant, vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez ni projet, ni ambition, mais ça veut dire que l'ambition est bien déterminée. Je n'avais jamais dit que j'avais ni projet ni ambition. Ok. Vous n'avez pas de plan de carrière. De plan de carrière. Monsieur Mavungu, D'accord. Donc ça veut dire, tel est le cas. C'est pas mes propos, s'il vous plaît. Donc à vous entendre, dans cette belle déclaration, on se rend bien compte qu'il y a bien, derrière, il n'y a pas de plan, mais il y a quand même un engagement déclaré et défini. De M. Kolela ou du... Non, le vôtre. Ah, bien entendu, j'ai bien dit que je pensais que M. Kolela était celui qui était capable aujourd'hui de canaliser l'espérance du peuple. Et les gens font semblant. Il est arrivé premier, ce bonhomme. Ça veut bien dire que tous ces gens-là qui ont voté pour lui, et ceux qui n'ont pas voté pour lui... Non, mais on peut très bien avoir ce débat de couloir, mais si la CTE a dit que Kolela était devant, Kolela est devant. Et puis, vous savez, bon, vous m'aurez prévenu qu'on aurait dit ça, je vous aurais ramené les résultats. Mais bon, voilà, il est arrivé premier. Nous pensons que beaucoup d'autres Congolais qui n'ont pas voté pour lui hier peuvent le faire demain, parce que justement nous voulons convaincre les Congolais qu'il y a un programme qui peut changer le pays. Et donc, évidemment, qu'il faut construire cet espoir-là, l'ouvrir. Il faut qu'on arrête d'avoir dans ce pays, lorsque je vous dis je m'appelle Manangou, vous me dites vous êtes député à Ginkala, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'à un moment donné, qu'on commence à se dire tu es député au Evo. Là, on aura compris que le Congo est en train de bouger. Nous sommes dans cette stratégie. Et maintenant, vous êtes dans cette stratégie, est-ce que vous-même serez candidat d'ici là, puisque les législatives, c'est pour bientôt, est-ce que vous allez repartir au charbon, à Pointe-Noire, ou ailleurs, au Congo? Monsieur ou à Rio, peut-être oui, ou à Makotipoko. Monsieur Baouna disait tout à l'heure que l'escalade pour être un homme politique, il faut être élu. Donc, je pense qu'un homme politique, pour avoir une légitimité, pour parler au nom des gens, il faut avoir été reconnu, pas très cher, mais il faut avoir été reconnu par des électeurs qui vous ont fait confiance, qui vous ont oint du suffrage universel. Donc la question se posera en son temps. Mais aujourd'hui, nous sommes concentrés. Mais il y a aussi ceux qui ont fait des coups d'État dans la vie. Bien sûr. Et qui ont été reconnus. Sans doute. Oui, sans doute. Mais moi, j'y crois pas à cette démarche. Donc on n'est pas obligé de passer forcément par le suffrage. J'y crois pas. Mais même ceux qui ont fait des coups d'État, derrière, ont eu besoin du suffrage. Il y a des ministres qui n'ont jamais été candidats ici en France, qui ne se sont jamais soumis au suffrage. Pour moi, il n'en reste pas moins qu'ils ont une légitimité. On a parlé d'Emmanuel Macron. On a parlé d'Emmanuel Macron. Mais c'est quoi la légitimité? Alors, je vais vous dire. Non, rapidement, je vais répondre. Ça m'intéresse. Monsieur Baouna, c'est l'occasion pour moi de faire la différence entre la légitimité fonctionnelle et la légitimité politique. La légitimité fonctionnelle, c'est votre fonction qui vous accorde une légitimité. Monsieur Macron prend des décisions pour des millions de Français. Il a donc une légitimité fonctionnelle. C'est politique. C'est comme. Parce qu'il défend, parce qu'il est obligé de mettre en œuvre le programme ou le projet d'un président bien élu. sûr. Donc là, c'est pas sa légitimité. Par conséquent. Ce n'est pas sa légitimité. C'est la légitimité de celui. C'est une délégation. Bon, si vous voulez donner une délégation. Mais c'est déjà une légitimité. Non, donc, parce pour revenir, un homme politique n'est pas obligé forcément, comme vous le dites, d'être élu. De passer, mais vous savez, même en conseillant un leader politique, vous êtes peut-être même plus légitime que celui... Non, on n'a pas la même conception de la légitimité. Vous savez la légitimité, monsieur Baouna, la légitimité n'a pas de définition juridique. Donc, nous ne serons... La légitimité, nous ne serons pas d'accord. Vous n'êtes pas l'objet d'une définition consensuelle, mais nous y reviendrons puisque le temps presse. Alors, on va terminer une dernière question. On a bien compris désormais que vous avez occupé, que vous occuperez une place sur la scène politique congolaise. Personnellement, déjà, pour revenir un peu dans votre cas personnel, comment avez-vous vécu cette campagne, votre première campagne? Comment l'avez-vous vécu? C'était une campagne à bien des égards agréable, parce que nous avons circulé dans tout le pays en voiture. C'était bien de partir. Donc on peut remercier Sassou au moins d'avoir... Oui, il a construit les routes. La question ne se pose pas derrière ce point-là, la question se pose sur le point du coût et de la qualité des ouvrages. Non pas de l'existence des ouvrages. Les ouvrages existent. La question, c'est celle du coût et de la qualité. Combien avons-nous construit ces routes?
quelle est la qualité. Il y a des routes aujourd'hui qui sont... Et la viabilité. La viabilité, voilà. C'est pas tellement sur le fait de... Et là encore, il faut qu'on soit capable de dire, il y a eu des routes qui ont été construites. Même s'il faut derrière poser des questions sur la qualité, la viabilité. Donc c'est un moment important pour vous. Un moment important, je crois, pour le peuple congolais, qui donne tort. Je me souviens qu'on a fait un débat ici où tout le monde m'attaquait parce que je dis qu'il fallait aller aux élections. Mais qui donne tort. Parce que je voulais quand même profiter de ça pour dire quelque chose au niveau de la diaspora. Moi, je pense que la vision que moi j'ai de la diaspora, c'est que la diaspora est une force d'appoint. Une force d'appoint. La diaspora ne doit pas se substituer à ceux qui subissent les coups de Sassou. Le rôle de la diaspora, c'est pas de s'imaginer que la diaspora peut comme ça venir et dire imposer un rythme à ceux qui sont au pays. Mais la diaspora doit apporter sa force, son intelligence pour que les idéaux auxquels elle croit, et d'ailleurs la diaspora elle est multiforme, elle est diverse. Lorsque M. Sassou a dit anticiper ces élections, la diaspora a fait la première déclaration en disant nous n'irons pas aux élections. Comme s'il n'y avait pas d'opposition au pays. Les diasporas. Hein, les diasporas. Vous avez raison. Même en France, ici, les Congolais ne sont pas d'accord. Il faut que nous arrêtions de donner l'impression que nous sommes des donneurs de leçons, que c'est à nous, que nous connaissons mieux la réalité du pays que les Congolais. Non, pas du tout. Qui sont au pays. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, lorsque combien de fois on m'a pas dit, vous savez, dans les milieux de Kolela, il y avait quelque chose qu'on me disait souvent. Monsieur Manangou, il ne faut pas faire comme un tel. Hein. Et lorsque j'ai demandé un tel, là, il dit forcément de la diaspora. Je ne cite pas les noms parce que ça peut faire l'objet d'un procès. Mais je vous dis, et ça je vous dis, on me l'a répété 2000 fois. Monsieur Manangou, ne faites pas comme un tel. Hein. Parce que l'image, la réputation que nous avons nous au pays auprès des Congolais, c'est que les gars de la diaspora, c'est leur propre intérêt. Ils commencent à gauche et finissent toujours à droite. Et on peut citer quelques exemples, malheureusement. On les citerait pas. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il faut que la diaspora, les diasporas, si elle veut aider le pays, qu'elle aide le pays, qu'elle s'investisse politiquement, c'est important, mais qu'elle comprenne que le combat se passe au pays. Donc, ceux qui vont combattre, ce sera d'abord ceux qui sont au pays. D'abord. La diaspora organise un congrès, le premier congrès de la diaspora, le 9 et 10 juillet prochain. Y serez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative? Le 9 ou 10 juillet prochain, je serai au Congo. Oui. Parce que je suis convaincu que ça se passe au Congo. Voilà. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne initiative, puisqu'on parle de la diaspora? Si ce congrès a pour objectif de soutenir les actions qui se font au pays, ce sera forcément une bonne idée. Mais si c'est pour penser qu'on peut, de la diaspora, organiser, créer, comme je vois ici, des gouvernements de diaspora, bon, écoutez, je pense que c'est une blague. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Vivien Manango. Merci à vous. Un dernier mot peut-être, Bédel Baouna, Arsène Poitiers. Juste pour souhaiter bon vent à monsieur Vivien Manangou. Je crois que j'ai senti quelqu'un de franc, de sincère et de combatif aussi. Voilà, donc pour une fois que Bédel Baouna souhaite bon vent à un homme politique, d'autant qu'il a reconnu, il a su distinguer. Vous savez mon aversion pour les hommes politiques de la diaspora qui donnent des leçons. Ça, vous le savez que j'ai toujours tapé sur ceux de la diaspora qui donnent souvent des leçons aux hommes politiques du Congo. D'autant que la diaspora a eu plusieurs ministres qui se sont révélés catastrophiques. Les Thierry Mungala, les Okiemi, les Doukagaj. Bon, je sais que Doukagaj est jeune. Mais il n'a pas même, puisqu'elle a pris place à bord du Titanic, d'un Titanic. Donc, c'était pas le moment peut-être pour elle. Oui. Voilà, même monsieur Léonidas Mouatom. Mais il y a eu, même Sassou lui-même d'ailleurs, quand il est allé faire son coup d'État, il revenait de France. Donc, il était, même les Mathias, non. Donc, ils étaient de la diaspora. Donc, moi, je me méfie beaucoup des hommes politiques qui partent de la diaspora, qui n'ont aucune limite. Mais comme monsieur Vivien Manangou, je crois que c'est la bonne leçon que j'ai retenue, en tout cas la bonne phrase, et je dis bravo à lui. Et bon voici. Peut-être aussi des lauriers ou des roses à Vivien Manangou. Non, mais les épines. Mais des Baouna qui, normalement... Les roses sont inversées. Oui. Alléluia. Arsène Poitiers. Non, mais Sire, vous le savez très bien, je fais partie de ceux qui encouragent l'engagement. Et aussi de ceux qui pensent que l'engagement, ce n'est pas toujours cet engagement du sachant. Et on est dans une proposition avec Vivien, dans une relation de contribution. Donc, s'il peut continuer à rester dans cette démarche de contribuer à l'action politique congolaise, oui, et que nous invitons aussi donc plein de Congolais qui se disent hommes politiques, plutôt que de rester sur Facebook et crier, et dénoncer et attendre l'invective, mais d'être dans la proposition et dans l'engagement. Alors, oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Congo n'est pas fini. Ça veut dire qu'on ne peut pas aussi nous dire aujourd'hui, ceux qui sont restés là, ça fait 60 ans, par manque
de solutions en face, ben, nous avons là encore, en gros, l'espoir. Ça veut dire que le Congo n'est pas encore mort. Et en Nango, je vais terminer cet entretien par, je ne serai pas une remarque, mais une observation. On vous a vu assez combatif sur les écrans de télé au Congo, on vous a vu assez rentre-dedans, on vous a vu quasiment tempêter sur les plateaux, faisant quasiment peur, parfois aux gens qui étaient en face de vous. Aujourd'hui, c'est des attitudes que vous regrettez, vous pensez que c'était les bonnes attitudes à ce moment-là? Non, c'était des bonnes attitudes. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez... D'ailleurs, on me le reproche souvent, je suis quelqu'un plutôt d'assez... Tempétueux. Assez tempétueux. Fougueux. J'en prête. Oui, rougueux. Allez, rougueux. Le Arnaud Montebourg du Congo, peut-être. Macron, attendez, peut-être bien sûr, le reste. Bon, trouvez peut-être quelqu'un d'autre au Congo, je sais pas. Est-ce qu'il y a pas Il y en a quelqu'un? pas beaucoup. Restons dans le registre. Non, mais non, j'ai jamais regretté. D'autant plus que parfois, on a besoin de rappeler à l'ordre les contradicteurs. Tant que ça reste dans le respect. Vous savez, moi, j'ai comme principe de jamais injurier. Et je n'injurie pas. Même lorsque les choses peuvent me blesser. Je vous dis honnêtement, moi j'ai vu des éditeurs sous moi qui m'ont blessé. Mais qui sont restés, je pense à vous l'avoir dit à vous. Mais je pense aussi que la démocratie ne se construira qu'à ce prix-là. Qu'on accepte les critiques. Oui. Qu'on accepte les critiques. Moi j'ai eu parfois des remarques désobligeantes, c'est arrivé. Par des gens qui pensent être, parce qu'ils sont ministres ou penser lorsqu'on est ministre, on a le brevet de supériorité sur les autres. Et j'ai tendance à penser que le Congo gagnera lorsque le ministre ou le haut fonctionnaire comprendra qu'il est qu'un Congolais, que c'est juste un titre qu'il porte et qu'il n'aura plus dans 6 mois. Je pense que lorsque nous comprendrons qu'on est là que pour servir le pays pour un petit moment et puis derrière ça sera quelqu'un d'autre, je crois que nous gagnerons. Et ça c'est pareil dans les échanges, dans les débats. Est-ce que ça s'est arrangé avec Jean-Didier Elongo finalement? Oui, nous ne sommes pas ennemis. Nous, on a eu quelques amabilités, mais Monsieur Elongo ne sont pas ennemis. Je lui ai dit ce que je pensais, mais vraiment ce que je pensais. Et d'ailleurs, j'ai dit la moitié de ce que je pensais, parce que j'avais tout un sac. Mais j'ai pensé aussi qu'il devait avoir des limites, donc je lui ai dit ce que je pensais. Nous ne nous connaissons pas, nous ne sommes pas amis, nous ne sommes pas ennemis. Nous avons été des contradicteurs pendant un moment, ça s'est pas très très bien passé, mais c'est ça le débat démocratique. Voilà, Vivien Manangou, est-ce que vous craignez pour votre vie au Congo, conditions au Congo, qu'une fois que vous l'ouvrez, ça devient un vrai problème en termes de sécurité? On vous a vu aller au Congo, vous êtes sorti du Congo librement, vous nous avez dit que vous serez en juillet. Est-ce que vous craignez pour votre vie? En ce moment, il y a quand même de vives tensions et surtout des problèmes de sécurité. Albert Camus disait « La liberté n'est pas un privilège, mais un droit ». Voilà, c'est sur cette expression, il faut dire quand même déjà, d'Albert Camus, l'auteur de L'étranger, que nous allons nous quitter. J'espère que vous n'avez pas été étranger sur ce plateau. Non, pas sur Ziana. Vivien Manangou. Pas sur Diana. Merci pour votre disponibilité. Merci à Noko Mungakoso, Arsène Poitier, Bédel Baouna. Merci aussi à vous, de plus en plus nombreux, vous qui nous suivez sur Ziana TV. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.